Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode 2023, puisque d'ici quelques jours, nous serons donc en 2024 et quel merveilleux sujet que de parler de comment rester motivé dans un monde démotivé ou démotivant. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Sandra Cachon, qui est également rigologue et qui va venir nous parler de ce sujet. Alors, bonjour Sandra, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, plaisir partagé. Et oui, alors, est-ce que tu peux justement te présenter pour nos auditeurs, nos auditrices, pour ceux qui nous écoutent? Alors, moi je m'appelle Sandra Cachon, j'ai 49 ans, non 50 en fait. On se voit pas vieillir. Je suis donc coach de vie et rigologue expert, c'est un peu pompeux, mais j'ose le dire. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est aider les gens à se connecter à leur joie de vivre. Alors, c'est justement pour ça que tu te définis comme rigologue, parce que tu aides les gens justement à reprendre leur joie de vivre, à rigoler, à passer du bon temps. On va y revenir justement. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es maman et puis combien d'enfants tu as? Alors moi j'ai 2 merveilleuses filles, Noémie qui a 22 ans et Colline 17 ans. Voilà, je suis hyper fière d'elles. Ce sont des jeunes femmes là en devenir incroyables. Ah oui, effectivement, 22 ans et 17 ans, oui, ça y est. Tu as passé toute l'enfance, toute l'adolescence et ça y est, elle se lance dans la vie ou quasiment pour Colline. Ouais. Et c'est vrai que c'est important dans la vie entrepreneuriale, cette question d'âge, je trouve, des enfants, parce qu'aujourd'hui, je ressens, j'apprécie vraiment la légèreté aussi liée au fait qu'elles soient de plus en plus indépendantes. C'est clair. Et c'est vrai qu'on le voit dès qu'ils grandissent, même moi avec mes 4, on voit que plus ils grandissent et plus on peut avoir aussi du temps pour nous. Et eux apprennent aussi d'ailleurs à nous laisser du temps pour qu'on puisse faire d'autres choses qui nous interpellent, qui nous intéressent, etc. Alors, on s'est rencontrés d'un point de vue digital. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment justement on s'est rencontrés? Alors, c'était en 2020, si je me souviens bien, lorsque j'ai lancé les enregistrements du Why des entrepreneurs et je t'avais interviewé à cette occasion. Cette période a été très, très riche pour moi parce qu'au départ, voilà, ça avait été un coup dur comme pour beaucoup de personnes. Quand on est entrepreneur, de ne plus pouvoir travailler, c'était compliqué. Et j'avais rebondi de façon digitale en me disant que c'était le moment d'interviewer les entrepreneurs qui étaient assez disponibles, qui s'ennuyaient un peu chez eux, là, et de leur poser cette question existentielle du pourquoi ils font ce qu'ils font. Et voilà, cette période, je trouve, était propice à l'introspection et j'ai interviewé 89 entrepreneurs, puisqu'on est dans Lyon et que notre département, c'est le 89.
Exactement. Et tu as refait ça l'année d'après. Et c'est vrai que j'avais trouvé, alors je t'avais vu sur Internet, donc sur LinkedIn plus spécifiquement, et j'avais trouvé ça vraiment chouette parce que Lyon n'est pas assez mise en avant et pourtant il y a de belles choses qui s'y passent au niveau de l'entrepreneuriat. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce que tu avais mis en place sur ces 89 entrepreneurs qu'en plus tu as réinterviewé, je crois, 1 an après ou 1 an et demi après de mémoire. Ouais, pour voir l'évolution. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire des rencontres fabuleuses comme la nôtre et de voir tout l'envers du décor de l'entrepreneuriat, de tous ces petits entrepreneurs, voilà, et de leur réalité, et surtout de la beauté de ce qui les anime. Exactement. Et c'est vrai que souvent, c'est des missions de vie. Alors justement, en parlant de mission de vie ou en tout cas en parlant de femmes connues, si tu devais t'assimiler à une femme à impact connue, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Ah, alors c'est pas une question très très évidente, mais je dirais comme ça Simone Veil, parce que ben voilà, elle a eu un parcours de vie très très résilient, hein, quand on connaît son histoire dans le camp d'Auschwitz et tout ça. Et puis cette femme qui s'est battue là pour les femmes, une femme politique, et il faut se rappeler le contexte des années 70 où les femmes n'avaient pas facilement leur place. Elle a été, je pense, contre vents et marées, et voilà. Donc ça, pour moi, c'est très admirable. Et puis, j'apporterai un petit peu de couleur avec un mélange avec Annie Cordy parce que j'étais fan quand j'étais petite. Et souvent, on ne la connaît que pour ses quelques chansons marrantes. Sauf que c'était une femme qui avait de nombreux talents puisqu'elle a été meneuse de revue, moi, une super actrice que j'admirais, chanteuse, et elle est vraiment associée à cette joie de vivre communicative. Voilà, donc je serai un mélange de Simone Veil et d'Annie Cordy. Ah, génial, ça fait un super portrait en tout cas. Ça donne plein de couleurs, effectivement. Tu n'as pas toujours été entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a emmené finalement à l'entrepreneuriat? Comment tu as changé de voie et comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'étais fonctionnaire de la fonction publique territoriale, donc c'est pour mesurer un petit peu le grand écart que j'ai pu faire. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé de voie, mais vraiment de statut et de manière de travailler. Donc, j'étais assistante de service social, donc au service de l'humain, j'accompagnais en individuel et en collectif sur des projets passionnants. Et puis est arrivée la rigologie dans ma vie. Et ça a été un peu comme une bombe où j'ai tout déconstruit et reconstruit dans ma manière de faire, d'accompagner l'humain. Et c'est naturellement que je me suis dirigée vers le coaching pour pouvoir travailler en libéral, pour être libre voilà, des modes opératoires, de comment j'accompagne les gens, et de façon beaucoup plus holistique, donc plus complète. J'étais un petit peu à l'étroit dans mon poste d'assistante sociale où il y avait assez peu de place finalement pour le corps et les émotions et même la dimension spirituelle. Et là, aujourd'hui, voilà, je me sens vraiment... j'ai pu ouvrir mes ailes en continuant d'aider l'humain, mais à ma manière. Ouais, donc un beau parcours finalement et effectivement que tu montres bien qu'on peut passer de l'administratif à l'entrepreneuriat, même s'il y a un grand écart. Ça peut se faire, ça demande bien sûr beaucoup de travail et de mise en place, mais finalement, c'est possible de changer de voie pour que ça nous convienne bien mieux que ce sur quoi on était précédemment. J'ai l'impression d'avoir fait un saut à l'élastique et je peux t'assurer que j'ai vraiment le vertige. Alors, un saut élastique sans élastique en restant chez toi ou en tout cas en restant au sol, mais effectivement, ça peut faire un sacré grand écart. Parlons maintenant du sujet principal, comment rester motivé dans un monde démotivé. On est fin 2023, on arrive sur 2024, donc c'est le moment des bonnes résolutions, c'est le moment où on se pose un certain nombre de questions. Et en fait, j'ai hâte que tu nous expliques un petit peu comment garder cette motivation dans un monde où c'est pas forcément toujours évident. Alors, c'est vrai que plus qu'un monde démotivé, je parlerais d'un monde démotivant.
parce que démotivé, finalement, c'est un peu le résultat. Moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les influences extérieures, le contexte sociétal évoluent très, très vite et nous bousculent vraiment à plein de niveaux. Du coup, l'optimisme est mis à rude épreuve. Aujourd'hui, on est vraiment bombardé d'infos négatives, que ce soit par les médias, les réseaux sociaux, et je me rends compte à quel point ça nécessite un effort de rester optimiste et presque une hygiène de vie, parfois, où il faut se protéger de tout ça pour s'épargner un petit peu, voilà, pour créer un petit peu sa bulle, tout en restant connecté dans ce monde. Parce que ce serait tellement plus facile d'aller se réfugier au fin fond de la forêt, hein, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est dedans, dans la société. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, c'était presque faire acte de résistance contre l'amorosité ambiante au quotidien. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que, voilà, je disais que les lignes bougent, nos frontières sont très perméables, il faut arriver à rester en équilibre dans le déséquilibre et se créer nos propres repères sécurisants, hein, et arrêter de compter que sur l'extérieur, puisqu'il y a plein de choses aujourd'hui, même au niveau politique, qui ne sont plus vraiment sécurisantes. Et je pense qu'il y a eu l'effet voilà, des confinements, de l'accélération de tout ce qu'on vit. Donc aujourd'hui, il faut compter sur soi, mais aussi ne pas oublier le collectif. Et je trouve qu'on est en train de perdre un petit peu ça. Après, ce que j'observe aussi, c'est que, je vais faire une grande généralité, hein, mais le français est quand même assez râleur. Hein. Ce sont nos amis étrangers qui le disent, qui le pointent aussi du doigt. Mais je pense que c'est vrai et qu'on n'a vraiment pas toujours conscience de notre bonheur. Oui, il y a des choses très difficiles. Mais il est important quand même de relativiser par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu égocentrique, hein. Et du coup, on oublie de voir ce qui va, ce qui est convenable, ce qui roule. Ah, même s'il y a des choses qui se dégradent, hein, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose en France, mais il y a quand même de très, très belles choses qu'il faut garder, conserver. Voilà. Et puis, voilà, aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, souvent, j'ai l'impression d'être sur un ring de boxe. Et je commence à peine à me relever que j'ai l'impression de prendre un autre coup. Donc ça, c'est par rapport notamment à des démarches administratives, des choses comme ça, quoi, qui sont vraiment pénibles. Avant, je nommais ça comme un peu la complainte des entrepreneurs. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils râlent, les entrepreneurs, toujours, là, URSSAF, leur charge, ils ne gagnent pas leur vie, gna gna gna. Et en fait, je me rends compte que voilà, c'est vraiment difficile. Quand on quitte le salariat, on quitte certaines contraintes, des choses qui nous font râler. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses négatives qui nous attendent quand on est entrepreneur. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà, et ça contrebalance avec toute cette liberté d'action et tous les bons côtés de l'entrepreneuriat, voilà, quand on est en individuel. Et là où ça me fait un peu râler, c'est que quand je me vois comme ça sur le ring, en combat, ça ne me convient pas parce que moi, j'ai une perception où, en fait, l'idée, c'est d'être flex, c'est-à-dire enracinée et souple, mais bien enracinée, bien présente, et d'arriver à faire, tu sais, comme le roseau, et d'arriver à traverser les tempêtes sans être en tension, ni m'épuiser, ni voilà, me laisser happer par la tempête. Et ça me fait râler contre moi-même quand je vois que je suis en mode combat. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être combative, hein, mais le problème du combat, c'est qu'on peut être à un moment donné terrassé et perdre le combat. Donc voilà, ce n'est pas le but. Donc je suis sans arrêt en recherche de cet équilibre dans le déséquilibre en travaillant sur moi et en étant un peu comme ce roseau-là. Mais c'est un travail de tous les jours. Oui, et puis c'est un travail, c'est vrai, qui n'est pas facile en France parce que l'administration, tu en as parlé, française, ne simplifie pas toujours en fait la donne, hein, pour les entrepreneurs. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un point de friction très, très important, effectivement. Alors, je voulais revenir sur un point que tu as dit qui m'a fait sourire, voire un petit peu plus. Le français est assez râleur et n'a pas toujours conscience de son bonheur. Effectivement, on est vu par les étrangers de cette manière-là, mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, moi qui forme un certain nombre de mamans, je leur demande pendant toute leur semaine de formation, chaque semaine, de me donner au moins, à l'oral, une réussite. Et autant elles arrivent à me donner
des points de douleur, des difficultés qu'elles ont rencontrées, etc., autant réussir à me donner une réussite de leur semaine, c'est toujours plus compliqué. Et il faut parfois que j'en accompagne certaines en disant « Mais regarde, tu as réussi à faire cet exercice ou tu as tenu le délai que je t'avais donné, etc. » pour qu'elles se disent « Ah bah oui, bah ok, c'est une réussite alors. » Parce qu'on n'identifie pas forcément toujours les réussites. Par contre, on est très très bon pour identifier tout ce qui ne va pas. Alors, si je peux trouver un petit peu quand même une explication qui va déculpabiliser, hein, c'est que oui, il y a un truc un peu culturel ou oral, mais au niveau cérébral, on est quand même beaucoup plus formaté pour voir le négatif, pour anticiper les problèmes avec l'enjeu de survie. Donc, c'est pour ça que notre énergie va directement sur le négatif, tu vois, pour affronter les problèmes anticipés. Donc voilà, on a peut-être ce double mouvement. C'est vrai, effectivement, ça vient aussi de notre, on va dire, de notre histoire d'humain. À l'époque, il fallait anticiper les lions, etc. Et il fallait sauver sa peau. Maintenant, on est un petit peu à l'abri chez nous. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Pourquoi ça te tient tant à cœur ou ça te semble aussi important de ne pas se laisser démotiver, ou plutôt de rester motivé au fur et à mesure, justement, comme tu le disais, des tempêtes, des actions, etc. Bah, là, pour moi, c'est vraiment une question d'avenir pour nos enfants déjà. C'est-à-dire que si on baisse les bras, quel monde va-t-on leur laisser? Si on laisse tout aller, enfin, qu'est-ce qui va se passer, hein? Je parle bien de laisser aller, pas de lâcher prise, hein, mais vraiment se laisser aller. Moi, j'aimerais avoir des comportements exemplaires, c'est-à-dire faire ce que j'ai à faire au mieux pour inspirer mes filles, voilà. Et pour moi, il n'y a rien de pire que de perdre espoir et j'aimerais contribuer à cet espoir. Et dans le monde entrepreneurial, c'est ça que j'aime, c'est que je croise quand même beaucoup de personnes qui y croient en ce qu'elles font, en leur passion, qui croient en un avenir, alors que alors sans cliver les choses, hein, mais j'accompagne beaucoup de salariés qui sont dans de vrais burn-out, qui sont vraiment dans des pertes de sens par rapport à leur travail, qui sont très très mal. Et voilà, il y a plus d'espoir. Donc, j'ai vraiment cette vision globale, sans les opposer, mais et parmi les entrepreneurs, j'aime cette vision un peu plus optimiste. Il y a quelque chose à faire, on se retrousse les manches. L'entrepreneur, surtout le solopreneur, je trouve, a souvent mis la passion au cœur de sa vie pro. Sauf que ce qu'il ne sait pas au moment où il fait ça, c'est que la passion, c'est facile d'investir sur sa formation. Voilà, on y va à fond. Sauf qu'une fois qu'on est formé, qu'on commence à s'installer, on ne sait pas qu'il y a un deuxième métier à apprendre qui souvent nous motive un peu moins, c'est le métier d'entrepreneur. Et un métier très polyvalent qui demande de nombreuses compétences, que ce soit en marketing, communication, comptabilité et j'en passe. Il faut cette polyvalence et souvent, ce n'est pas ce qui nous motive le plus, mais c'est important d'en avoir conscience. C'est que pour pouvoir, pour moi, exercer sa passion et œuvrer pour un monde plus beau, c'est important d'assurer ces assises-là avec des compétences entrepreneuriales. C'est vrai. Et du coup, effectivement, ça nous demande aussi de nous former régulièrement. Ça, c'est absolument essentiel. Et de ne pas attendre qu'on nous forme, mais vraiment de prendre du temps pour le faire, d'investir sur soi pour pouvoir s'auto-former et continuer à être à la page. Petite question complémentaire, est-ce que pour toi, c'est un défi de réussir à rester motivé? Parce que dans une vie, il y a forcément des hauts, il y a forcément des bas, il y a forcément des jours où on est hyper motivé, des jours où on a envie de tout envoyer valser. Et comment, en fait, réussir à ne pas se faire happer par des moments de démotivation? Alors, pour moi, c'est vraiment un défi de rester motivé dans le temps. En même temps, voilà, c'est inéluctable, c'est haut et c'est bas, comme tu dis. Il y a des épreuves de temps en temps, des mauvaises passes, voilà.
Mais pour moi, c'est un vrai défi. Il y a des jours où je perds espoir, hein, des jours où je regarde de nouveau Pôle emploi en me disant allez, c'est fini, je vais revenir au salariat. Mais très, très vite, il y a un principe de réalité qui me rappelle à l'ordre et du pourquoi je fais ça. Et dès que je me reconnecte à mon pourquoi, là, je retrouve du sens et je retrouve le fil. Alors, les hauts, les bas, ils sont inéluctables, mais par contre, l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps en bas, parce qu'après, on met beaucoup de temps à remonter la pente. Et du coup, la clé pour moi, c'est déjà comment je me connais, comment je sais que je réagis, et qu'est-ce que je mets en place pour remonter au plus vite. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre des garde-fous et avoir conscience que aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça ira mieux. Et qu'il faut accélérer ça. Et est-ce que tu te fais aider? Moi, je sais que quand j'ai des moments de démotivation, je vais soit regarder un bon film où j'ai pas beaucoup besoin de penser, mais qui va me faire déconnecter, rigoler, soit je vais me mettre de la musique que j'aime bien qui va me rebooster, soit je vais regarder des photos ou des vidéos de mes enfants ou de moments que je partage avec eux et qui vont me redonner la patate. Est-ce que justement, tu as des petits conseils ou des astuces que toi, tu mets en place et qui fonctionnent bien chez toi? Alors, il y a plein de choses à différents niveaux. Déjà, c'est de pas me laisser happer. Donc, prendre du recul immédiatement en me disant, bon, OK, là, ça va pas. Donc, est-ce que je vais régler tous les problèmes aujourd'hui? Oui, non, OK. Est-ce que j'ai du contrôle sur cette situation? Oui, non. Et bien souvent, juste de différer déjà, le lendemain, je sais que je vais avoir une autre énergie, un autre état d'esprit, et ça change déjà beaucoup de choses. Notamment par rapport, tu sais, à la procrastination, quand on remet au lendemain des choses qui nous font peur ou qui nous ennuient, voilà. Et bien, quand je sens que c'est pas le moment, et ben, le lendemain, je mets les bouchées doubles et voilà, je suis pas dans la même énergie, ça va beaucoup mieux. Les problèmes, j'aime bien aussi les disséquer, hein. Souvent, on a l'impression qu'il y a une énorme montagne et que, en fait, il suffit de baliser par petites étapes et c'est beaucoup plus digeste. Il y a ça. Et puis, il y a la forme physique aussi, hein, parce qu'on est très relié entre le mental et le corps. Et si on a le corps à plat, le mental va être impacté. Il y a tout l'aspect émotionnel, souvent aussi, qu'on omet, hein. Un entrepreneur, il a des émotions pour avancer. Et que si il n'a pas cette habileté, cette intelligence émotionnelle, ça va être des freins. Donc, pour être dans l'optimisme et la joie, il faut savoir aussi traverser ses peurs, sa colère, sa tristesse. Et ça, parfois, il faut revisiter les modes d'emploi pour accueillir tout ça et que ce soit un vrai moteur. Et puis, moi, dans les astuces, c'est pas une astuce, c'est un essentiel, je dirais, c'est aussi de bien s'entourer. Quand on est indépendant, ou qu'on travaille aussi à la maison, on peut être vite esseulé. Et c'est hyper important d'être connecté à des pairs, PIRS, hein, des gens comme soi qui ont les mêmes soucis, la même démotivation par moment, et pour se sentir compris, parce que parfois, le conjoint, c'est pas le mieux placé pour comprendre les difficultés entrepreneuriales, ou voilà. Donc, il faut savoir s'entourer de gens qui nous comprennent et qui, avec un peu de chance, auront plus de morale que nous au moment où on est dans un creux de vague, et inversement. Je crois très, très fort à ça. Et pour ça, j'ai observé aussi que quand on a des rendez-vous réguliers avec une tribu, avec un groupe d'entrepreneurs, il faut les caler d'avance. Comme ça, dans l'année, soit on sera bien au moment de notre rendez-vous, soit on sera un peu en deçà, mais on a nos points de repère qui vont nous rebooster. Et rien de tel que la force du collectif, ça j'y crois très, très fort à cette interdépendance, où on avance tous ensemble pour tous. Voilà. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le meilleur booster. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et je le vois, moi, au niveau de ma communauté et même au niveau des différentes mamans, puisque certaines mamans sont devenues ce qu'on appelle sœurs d'action, c'est-à-dire qu'elles sont binômes et elles ont comme objectif de s'appeler au moins une fois par mois, de partager leur réussite, etc. Et ces binômes-là fonctionnent vraiment super bien parce qu'il y en a toujours une qui va rebooster, comme tu dis, celle qui est au fond du trou, qui a envie de tout arrêter ou qui a eu un non du client. Et puis la fois d'après, c'est la deuxième qui, elle, a eu une réussite et va rebooster en fait la première, par exemple. Donc ouais, je crois comme toi
que le collectif est absolument essentiel dans notre société. C'est contagieux. C'est ça. Ça évite de tomber trop au fond. Exactement. Une nouvelle année arrive d'ici quelques jours. Est-ce que tu aurais quelques astuces à transmettre à celles et ceux qui nous écoutent pour justement rester motivés en 2024? Eh bien, l'astuce, ce serait de prendre vraiment un temps pour soi. Pourquoi pas une journée, une demi-journée, se mettre au vert ou voilà, isolé, en mode un peu retraite, et de faire le point sur l'année qui vient de se dérouler, les victoires, les réussites, ce que j'ai accompli qui n'était pas forcément prévu. Il y a eu des belles surprises. Voilà, d'autres, peut-être des échecs, mais qu'on peut transformer très rapidement en apprentissage. Hein, donc, faire ce bilan-là et de se reposer la question du pourquoi je fais ce que je sais, le fameux why. Parce que pour moi, c'est vraiment central, cette question du sens, parce que c'est ça qui me permet, moi, de me lever le matin ou de me ranimer quand je suis pas bien. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on aurait tendance parfois à l'oublier, hein, ce côté un petit peu, cette finalité un peu, qui est plus grande que nous, quoi. Pour moi, c'est important de contribuer à un monde meilleur. Moi, j'ai envie d'embellir le monde et d'aider les gens à rayonner ce qu'ils sont vraiment pour embellir le monde. J'ai envie de faire tache d'huile. Ça, c'est mon pourquoi. Donc, chacun a son pourquoi. Hein. Parfois, ça peut être, je sais pas, des visées plus écologiques, peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi. Une fois que vous avez une première réponse, reposez-vous la question du pourquoi j'ai répondu ça. Et encore pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, jusqu'à épuisement de la question. Parce que vous allez voir que vous allez toucher plein de choses très, très motivantes. Est-ce que c'est pour financer les études de mes filles? Mais pourquoi je veux financer les études de mes filles? Parce que je voudrais qu'elles soient épanouies dans ce qu'elles font au quotidien. Et pourquoi je voudrais qu'elles soient? Vous voyez, donc voilà, posez-vous cette question du pourquoi et notez tout ça, pourquoi pas en arborescence. Et comme ça, dans les moments de doute, l'idée, c'est de se replonger dans le pourquoi j'ai fait ce grand saut, par exemple, de changer de voie professionnelle. À un moment donné, j'ai décidé ça. Et pourquoi je l'ai oublié? Pourquoi c'est chahuté à ce moment-là? Voilà. Donc, c'est la question de vraiment quelle est la carotte, finalement, pour avancer. Hein, alors, il y a celle qui est vraiment très générale, et puis il y a les petites carottes du quotidien. Et moi, je dis souvent que j'avance avec des carottes et pas avec des coups de bâton. Donc, voilà, toutes ces récompenses, tout ça, c'est important de se rappeler ce qu'on vise. Hein. Ce qu'on vise, et puis quand on y arrive ou quand on arrive à des petites réussites, s'auto-féliciter aussi, parce que souvent, on a tendance à dire « Ah non, mais si je fais ça, je vais avoir mauvaise presse ou mauvaise image, je vais être orgueilleuse, ou je vais être un but de moi-même ou je ne sais quoi. » Mais en fait, c'est aussi en se félicitant de nos petites réussites qu'on arrive à avancer et aller vers une réussite beaucoup plus importante. Ouais, il faut vraiment capitaliser. Et pour capitaliser, pour moi, il n'y a rien de tel que célébrer. Et quand on célèbre, c'est souvent avec des collègues, la famille, et se dire « je l'ai fait ». Ouais. Et faire pourquoi pas un tableau des réussites parce qu'on oublie. Après, on minimise. Voilà, c'est fait, check. Quel dommage, quel dommage. Moi, j'ai envie de faire la fête et de célébrer chaque petite victoire, ne serait-ce qu'un nouveau client, un truc qui me stressait puis que j'ai réussi à faire. Voilà, célébrons. Exactement. Alors, ça tombe bien dans cette période. En tout cas, merci beaucoup pour tout ton temps et puis tes précieux conseils. Je pense que ça va être très, très utile aux personnes qui nous écoutent. Pour finaliser cet entretien, est-ce que tu aurais justement une anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour? Alors, c'est une anecdote un peu cocasse, mais qui m'a rappelé un des fondamentaux. Hein. J'étais en train de préparer, là, il y a quelques jours, des crêpes pour changer un petit peu lors du petit déjeuner. Et j'avais mon chien, qui est également mon associé, Potter, un super cocker anglais, qui me regardait avec ses yeux de cocker, en me suppliant du regard. « Ah là là, si seulement je pouvais avoir un petit morceau de crêpe !» Et il faut savoir qu'un cocker, c'est pas qu'une légende qu'ils ne sont pas très obéissants et qu'ils écoutent quand ils ont envie. Vraiment.
Au début, je me disais, oh, quel préjugé, mais si, ils sont un peu comme ça quand même. Et Potter, donc, il écoute quand il a envie. Et là, j'ai vraiment observé qu'il était, il était assis. Et au moment où j'ai tendu le petit morceau de crêpe, il était d'une obéissance absolue parce que il était motivé. Et c'était jusqu'à vraiment le patouche, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le petit morceau de crêpe goulûment. Il écoutait à merveille. Et là, ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est tout simplement ça. La motivation est liée à la récompense. Donc, quelle est la récompense aujourd'hui pour moi d'être entrepreneur? Voilà, c'est cette notion centrale de récompense qu'on oublie un petit peu parfois. Merci Wow, beaucoup. super avec cet exemple avec Potter. Alors, je saurais qu'il est fan de crêpes, du coup. Si jamais je le vois t'en associer. Ben, merci beaucoup en tout cas. Un superbe exemple, une super anecdote pour finaliser cet entretien. Merci pour ton temps, pour être venu et partager tes précieux conseils et astuces. On se retrouve quant à nous d'ici une semaine, puisqu'à partir de début janvier, le podcast passe de tous les 15 jours à toutes les semaines. On reste sur le mercredi, donc ça ne change pas, mais on aura rendez-vous dès la semaine prochaine, début janvier, pour notre prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée et pourquoi pas un commentaire pour m'encourager. J'en prendrai connaissance et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais également, cela permettra à d'autres personnes de découvrir et d'écouter ce podcast. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée, et je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode.